Banlieue sud de Paris, 2002. Nora Benali pousse la porte branlante de son petit appartement au 4e étage d'un immeuble gris, écorché par le temps. Une odeur de vieille peinture et d'humidité flotte dans l'air. Dans ses bras, elle porte Lina, endormie contre son épaule, pendant que Yanis, les joues pleines de froid, tient fermement sa main. Nora a 28 ans. Le regard fatigué d'une femme qui a trop vécu trop tôt. Abandonnée par le père de ses enfants peu après la naissance de la petite, elle a dû apprendre à se battre. Pas pour des rêves, mais pour du lait, des couches et un peu de chauffage. Elle enchaîne les ménages dès l'aube dans les bureaux de la Défense, puis court nettoyer des cages d'escalier dans les résidences de luxe où elle n'aurait jamais le droit d'habiter. Tout ça pourquoi ? Pour remplir 2 assiettes, et laisser la sienne vide quand il faut. Le soir, elle cale Yanis devant un vieux poste cathodique pendant qu'elle aide Lina à faire ses premiers dessins. Les murs sont fins comme du papier, le voisin du dessous gueule souvent, mais Nora murmure des chansons kabyles à ses enfants. C'est le seul moment où elle respire encore. Un jour d'hiver, alors qu'elle descend les escaliers avec une poussette d'occasion, un inconnu l'arrête. « Madame, vous avez oublié vos gants. » Elle le regarde, surprise. Des mains d'homme tendent une vieille paire de laine. Un geste simple, humain, presque bouleversant. Elle sourit timidement, car le monde ne lui sourit jamais en retour. Les années sans merci. 2005. Nora ne compte plus les jours, ni les nuits sans sommeil, ni les heures supplémentaires sous-payées. Yanis a maintenant 9 ans, Lina en a 7. Ils vont à l'école du quartier, cartable râpé sur le dos, chaussures parfois trop petites, mais le front haut. Nora les élève avec un mélange de tendresse farouche et de discipline sans faille. Elle leur a appris à dire merci, à ne jamais voler, à se battre uniquement avec les mots. Mais le monde, lui, ne respecte pas les mères courage. À Pôle emploi, on lui répète que son profil ne correspond pas aux attentes du marché. À la CAF, elle attend des heures pour une aide qu'on lui refuse faute de justificatif. À la maison, le frigo est souvent vide. Alors elle prétend ne pas avoir faim, et s'assure que ses enfants aient chacun une cuillère de riz avant de s'effondrer dans sa chambre minuscule, sans chauffage, la bouillotte calée contre son ventre vide. Yanis, lui, commence à comprendre. Il a vu sa mère pleurer en silence dans la salle de bain, la nuit, sans jamais lui dire pourquoi. Il a entendu, un soir, son oncle dire « Tu vas crever ici, Nora. Personne viendra t'aider. Même pas eux quand ils seront grands. » Elle n'a rien répondu. Juste baissé les yeux. Car elle savait, c'était peut-être vrai. Mais Nora espérait encore. Elle espérait que les livres qu'elle lisait à Lina chaque soir, même fatiguée, nourriraient un jour ses rêves. Elle espérait que les encouragements qu'elle donnait à Yanis pour ses rédactions serviraient à construire quelque chose de plus beau, de plus grand. Elle ne voulait pas une reconnaissance. Juste que ses enfants ne soient pas prisonniers comme elle. Un matin, à la sortie de l'école, la directrice interpelle Nora. « Votre fils est exceptionnel. Il a remporté le concours de rédaction de la ville. » Nora cligne des yeux. Le thème ? Le courage que je vois chaque jour. Elle sent un frisson. Ce soir-là, elle relit le texte de Yanis 10 fois, tremblante. Et elle pleure, enfin. Non pas de fatigue, mais de fierté. Le prix du silence. 2010, Yanis a 14 ans. Lina en a 12. La voix de Nora est plus rauque. Les mains plus sèches. Les traits de son visage ont creusé, comme une terre trop longtemps exposée à la sécheresse. Elle ne se maquille plus depuis longtemps. Elle n'a pas le temps, ni le cœur à ça. Elle travaille désormais dans une maison de retraite. Nettoyage, aide au repas, toilette des résidents. Elle encaisse tout, les plaintes, les regards méprisants, les horaires décalés. Pour un SMIC. Mais elle dit merci. Toujours. Elle dit merci parce qu'elle n'a pas le droit de se plaindre. Pas elle. Pas une femme comme elle, voilée parfois, fatiguée toujours. Yanis, lui, change. Il rentre tard. Parle moins. Évite les questions. Il s'éloigne, doucement, imperceptiblement. Un soir, Nora trouve dans son sac un paquet de cigarettes. Puis un billet de 50 € qu'elle ne lui a jamais donné. Elle le regarde sans crier. Elle se contente d'une phrase. « Je ne veux pas que tu me sauves en tombant, Yanis. Je veux que tu te relèves pour moi. » Il baisse les yeux. Il a honte. Mais il ne parle pas. L'adolescence est une guerre qu'on mène contre ceux qu'on aime. Lina, elle, reste douce, mais elle commence à poser des questions.
Pourquoi on ne va jamais en vacances? Pourquoi les autres ont des anniversaires et pas nous? Pourquoi tu ne dors jamais, maman? Et Nora, toujours, répond avec un sourire fabriqué. Parce qu'on est différent. Et parfois, c'est une force. Un jour, en rentrant plus tôt que prévu, elle entend Yanis crier dans sa chambre. Il hurle sur un professeur au téléphone. Il insulte, il tape sur la table. Quand elle ouvre la porte, il pleure. De rage. Ils se foutent de moi. Parce que j'ai pas d'ordinateur, parce que j'ai pas les bons vêtements, parce que je viens d'ici. Elle s'avance, le prend contre elle. Il résiste, puis s'effondre. Je t'ai jamais demandé de tout sacrifier, maman. Je voulais juste que t'aies une vie aussi. Et Nora comprend, à ce moment précis, que le plus dur n'est pas de souffrir seule, mais de voir ses enfants souffrir pour elle. Le départ en silence. 2014, Nora a 40 ans. Ses cheveux noirs sont parsemés de fils d'argent qu'elle ne cherche plus à cacher. Son dos lui fait mal, ses jambes aussi. Mais elle continue. Toujours. Travailler, nourrir, soutenir. Yanis a 18 ans. Lina en a 16. Les enfants sont devenus des jeunes adultes. Et comme souvent dans ces familles marquées par la précarité, le besoin de fuir grandit avec l'âge. Yanis obtient son bac avec mention. Contre toute attente. Contre tous les clichés. Il est accepté en école de commerce à Lyon, grâce à une bourse. Nora ne dit rien ce jour-là, mais dans la salle de bain, elle pleure. Pas de tristesse, mais de fierté. Et d'abandon. Il part, se dit-elle. Il va enfin vivre. Sans moi. C'est bien. C'est ce que je voulais, non? Le soir, elle prépare un couscous comme elle n'en avait pas fait depuis des années. Yanis est silencieux. Il regarde sa mère, son foulard, ses mains usées, ses yeux cernés. « Tu vas faire quoi sans moi, maman ?» Elle sourit. « Je vais continuer. Je suis bonne à ça. » Il n'a pas la force de répondre. Il sait que cette femme, qui n'a jamais eu de jeunesse, lui lègue une vie qu'elle ne vivra jamais. Lina, elle, se referme. Elle se sent abandonnée. Par son frère, par la vie. Elle rêve de théâtre, d'art, de lumière. Mais la cité grise ne laisse pas beaucoup de place aux rêves fragiles. Elle commence à sécher les cours. À traîner avec des copains plus vieux, plus durs. Nora le voit. Et le cœur lui saigne. Mais elle ne sait plus comment la tenir. Elle a donné tout ce qu'elle avait à donner. Un soir, Nora rentre plus tard que d'habitude. En poussant la porte, elle trouve Lina sur le canapé, yeux rouges, téléphone cassé, tremblante. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont filmé. J'ai rien fait de mal, mais ils ont filmé et ils ont partagé. Nora comprend. Elle n'a pas besoin de détails. Elle serre sa fille contre elle. Fort. On va se relever, Lina. Comme toujours. Je te le promets. Mais cette nuit-là, Nora ne dort pas. Elle regarde le plafond fissuré et se demande « Combien de temps encore vais-je tenir ?» 20 ans plus tard. 2023. Nora a 49 ans. Son dos est voûté, son visage ridé avant l'heure. Elle vit toujours dans le même appartement. Même immeuble, même mur, même ascenseur en panne depuis des années. Les enfants, eux, ont quitté le nid depuis longtemps. Yanis a 27 ans maintenant. Il est cadre dans une boîte de marketing digital à Bordeaux. Il gagne bien sa vie, loue un T3 moderne dans un quartier branché, fréquente des gens qui n'ont jamais vu la misère autrement que dans des films. Il appelle peu, rappelle rarement, mais il envoie de l'argent, de temps en temps. Une façon de soulager sa conscience. Pour lui, parler de sa mère, de sa cité, c'est comme parler d'un autre monde. Un monde qu'il a fui. Un monde qui le hante encore, mais qu'il cache bien. Lina a 25 ans. Elle a tenté le théâtre, puis l'animation, puis l'aide à domicile. Rien n'a tenu. Elle vit à 10 stations de métro de sa mère, mais ne vient plus depuis un an. Elle me juge trop, dit-elle. Elle veut que je sois ce qu'elle n'a jamais pu être. Et Nora, elle, ne dit rien. Elle attend. Chaque jour. Chaque semaine. Chaque anniversaire. Mais ce mois-là, quelque chose change. Un avis d'expulsion arrive. L'aide au logement a été mal calculée. Une dette s'est accumulée sans qu'elle ne le sache. Nora n'a plus personne à qui demander. Plus de force pour faire la queue à la mairie, pour remplir des dossiers, pour expliquer sa vie à un assistant social de 25 ans qui coche des cases sans lever les yeux. Un soir, elle compose le numéro de Yanis. Messagerie.
Elle tente Lina. Silence. Elle s'assied sur son lit. Les larmes montent. Et pour la première fois depuis 20 ans, elle dit à voix haute. Je suis fatiguée. J'ai tenu pour eux, mais ils ne tiennent plus pour moi. Le lendemain, une voisine la trouve assise dans l'escalier, toujours habillée, yeux ouverts, regard vide. Elle a passé la nuit là, sans bouger. Juste à attendre. Une semaine plus tard, Nora reçoit une lettre dans sa boîte. Un courrier officiel. Le jugement est tombé. Elle doit quitter son logement dans les 30 jours. Elle n'a ni avocat, ni famille, ni recours. Elle n'en parle à personne. Elle se contente de plier ses affaires, lentement, chaque soir. Une valise pour Lina, qu'elle n'a pas vue depuis 2 ans. Une boîte de dessins de Yanis, d'avant. Avant qu'il devienne un autre. Mais ce matin-là, le téléphone sonne. Une voix calme, maîtrisée. Madame Ben Ali ? Ici Sophie, la compagne de votre fils Yanis. Il m'a parlé de vous. On organise un petit repas pour ses 28 ans ce week-end. Il aimerait que vous soyez là. Elle hésite. Elle ne comprend pas. Il vous a parlé de moi ? Oui. Pas souvent, mais il a dit que vous étiez la femme la plus forte qu'il ait connue. Nora raccroche. Tremble. Le cœur tambourine. Elle prend le train seule, avec un sac à main, ses papiers, et un collier qu'elle gardait dans une boîte depuis toujours. Celui que son père lui avait offert à ses 18 ans. Une trace d'elle. De celle qu'elle était avant la vie. À son arrivée à Bordeaux, elle n'a pas besoin d'adresse. Une voiture l'attend. Elle croit rêver. On l'amène dans une salle sobre, décorée simplement. Sur la table, des photos d'elle avec ses enfants, des lettres, des bougies. Et là, Yanis apparaît. Il prend la parole, devant une petite foule de collègues, d'amis, de voisins. Voici ma mère. Elle ne vous dira jamais ce qu'elle a traversé. Elle ne racontera pas comment elle s'est privée pour qu'on mange, comment elle s'est saignée pour qu'on tienne debout. Mais je vais vous le dire à sa place. Parce que je lui dois tout. Parce qu'on lui doit tout. Et parce qu'on ne l'a pas assez regardée. Nora reste figée. Ses mains tremblent. Puis elle voit Lina, au fond de la pièce, en larmes. Elle s'approche, l'embrasse et murmure. « Pardon, maman. J'ai eu peur d'être toi. Mais j'ai compris que tu étais plus forte que tout ce que j'ai voulu devenir. » Et là, Nora s'effondre dans leurs bras. Pas de douleur. De soulagement. De reconnaissance. Ce qu'ils lui ont fait. Ils lui ont enfin donné ce qu'aucune mère ne devrait mendier. Un regard. Un merci. Et une place. 2024. Quelques mois ont passé depuis cette journée inoubliable. Nora vit maintenant dans un petit appartement lumineux, au rez-de-chaussée, dans une résidence calme, près de Bordeaux. Un logement que Yanis et Lina ont pris ensemble, sans rien lui dire. Ils lui ont tendu les clés un dimanche après-midi, avec une phrase simple. « Tu ne dors plus jamais seule dans le froid, maman. » Les premiers jours, elle n'osait pas toucher aux meubles. Tout était propre, neuf, silencieux. Elle avait presque peur de déranger. Mais petit à petit, elle a apprivoisé les murs. Elle a mis ses photos, ses rideaux, ses épices dans la cuisine. Elle a planté un rosier sur le balcon. Un rosier qu'elle arrose tous les matins comme on honore un souvenir. Lina vient souvent. Elle lui parle de ses projets, de ses doutes, mais aussi de ses rêves. Elle suit enfin une formation artistique, grâce à une bourse qu'elle n'aurait jamais demandée sans l'aide de sa mère. Tu sais, maman, je crois que je t'ai imité plus que je ne le pensais. Moi aussi, je veux aider les autres à tenir debout. Yanis, lui, passe le dimanche. Parfois avec Sophie. Parfois seul. Il apporte du café, des viennoiseries, et écoute sa mère comme s'il lisait un livre ancien et précieux. Tu devrais écrire ta vie, maman. Les gens ont besoin de savoir ce que c'est, une vraie héroïne. Elle rit. Doucement. Elle a encore mal au dos. Ses mains tremblent parfois. Mais elle n'est plus seule. Elle existe aux yeux de ceux pour qui elle s'est effacée. Et un matin, sur son balcon, en regardant la lumière frapper doucement les pétales de son rosier, elle murmure. J'ai eu une vie difficile. Mais j'ai eu mes enfants. Et ils sont revenus. Et c'est tout ce qu'il me fallait. Et la paix après le combat. L'amour réparé par le temps. La dignité restaurée par la mémoire.